D'un seul trait de plume, Léon XIV pose son premier geste institutionnel majeur, une signature apparemment anodine, mais qui inverse en réalité le cours d'un des processus clés du pontificat de François. Pas d'annonce solennelle, pas de cérémonie, juste un document, et pourtant assez puissant pour faire trembler les murs du Vatican. Que se cache-t-il vraiment derrière cette décision? Suivez-nous jusqu'au bout. Lorsque Léon XIV signa sa première exhortation apostolique, le document était déjà prêt à déclencher un débat. Annoncé pour le 9 octobre, le texte n'est pas seulement un acte gouvernemental, il est le signal d'un changement de rythme que personne ne peut feindre de ne pas voir. La situation est encore plus perturbatrice avec la décision, prise presque simultanément, de révoquer l'une des règles les plus strictes du pontificat de François, celle qui exigeait que tous les fonds du Saint-Siège transitent par la Banque du Vatican. Tout a commencé dans les dernières années du règne de Benoît XVI, lorsque l'archevêque Carlo Maria Vigano, alors secrétaire général du gouvernorat, a découvert des fonds cachés d'une valeur de plusieurs dizaines de millions d'euros, déposés sur des comptes et dans des sociétés qui n'avaient rien à voir avec des œuvres caritatives. Sa plainte interne, bientôt divulguée à la presse, a marqué le début d'une longue saison d'enquête, de démissions et de révélations dérangeantes. Après Vigano, c'est au tour du cardinal Georges Pell, appelé par François pour assainir les finances du Vatican. Lui aussi, en fouillant dans les états financiers et les investissements, découvre des fonds parallèles, de l'argent indétectable et des dépenses incontrôlées de plusieurs millions. Mais peu de temps après, il fut accablé d'accusations diffamatoires en Australie. Accusations qui se révélèrent fausses, mais qui en réalité l'éloignèrent de Rome et mirent fin à son œuvre de réforme. Lorsque Pell fut exonéré, la curie avait déjà tourné la page et ses dossiers avaient fini dans un tiroir. Dans les mêmes années, un nouveau protagoniste apparaît, le cardinal Angelo Becciu, figure puissante de la secrétairerie d'État impliqué dans la soi-disant « affaire de Londres », un investissement immobilier de plusieurs centaines de millions d'euros, réalisé avec des fonds du Saint-Siège. Les enquêtes ont permis de découvrir un réseau d'intermédiaires et de consultants laïcs qui auraient profité d'opérations douteuses, financées également avec l'argent destiné aux deniers de Saint-Pierre, c'est-à-dire à des œuvres caritatives. Le procès, qui s'est terminé par de lourdes peines, a révélé un système où la fidélité à l'Évangile s'est transformée en fidélité au pouvoir. Dans les coulisses, le fil conducteur est toujours le même. De l'argent qui disparaît, des comptes offshore, des cardinaux qui se protègent mutuellement et des prélats qui perdent l'exil, ceux qui osent en parler. C'est dans ce climat que s'inscrit la réforme de Léon XIV, née non pas par hasard, mais comme réponse à un mécanisme qui a trop longtemps confondu le bien de l'Église avec les intérêts de quelques-uns. Si vous appréciez notre service de sensibilisation et croyez aux valeurs de vérité et de transparence, achetez un super merci. Chaque contenu requiert engagement, étude et dévouement. Et notre travail est entièrement autofinancé. Votre soutien nous aide à poursuivre cette mission. Merci infiniment. Un décret, publié de manière sèche mais clairement politiquement lourd, qui rouvre la possibilité pour le Vatican d'utiliser des institutions financières externes pour ses investissements. Derrière cette décision se cache un thème aussi ancien que l'Église moderne, la gestion de l'argent sacré. La Banque du Vatican, créée après la guerre pour protéger les ressources de la curie, est devenue au fil des ans un labyrinthe de pouvoirs et de secrets. François avait tenté de reprendre le contrôle en centralisant tout. Léon XIII, lui, décida de desserrer les chaînes, en s'appuyant sur une approche au cas par cas, en consultant des experts et des conseillers économiques avant de signer le texte final. Le nouveau document, intitulé « Cura Communis », n'abolit pas l'institution fondée en 1942, mais réduit son monopole. À partir d'aujourd'hui, les dicastères et administrations du Saint-Siège pourront choisir, lorsque cela est plus efficace ou plus pratique, de s'appuyer sur des banques d'autres pays.
Une déclaration apparemment bureaucratique ouvre en réalité une fenêtre de liberté économique dans un système jusque-là protégé. Il s'agit d'une mesure qui redistribue le pouvoir financier entre les mains de multiples acteurs, privant une structure unique, souvent accusée d'opacité, de sa centralité. Le Vatican admet ainsi implicitement que la centralisation souhaitée en 2022 n'a pas produit les résultats escomptés. Au contraire, elle a rigidifié les processus, ralenti les opérations et accru la méfiance interne. Léon a choisi d'intervenir avec prudence mais détermination, en rétablissant l'autonomie des ministères et en rétablissant l'équilibre d'un système devenu trop concentré. Les réactions furent immédiates. À la Curie, certains évoquaient un changement nécessaire, tandis que d'autres craignaient un retour au passé, lorsque la prolifération des canaux financiers favorisait l'opacité et les abus. Mais le texte du décret est clair. Toute décision doit être approuvée par les organes de contrôle du Vatican et la transparence demeure un principe essentiel. Il s'agit d'un compromis entre rigueur et réalisme, entre la volonté de réforme et la nécessité d'éviter la paralysie. En fin de compte, c'est le premier véritable test de gouvernement pour Léon XIV. Il a choisi de commencer par le point le plus délicat, là où la foi rencontre la gestion matérielle des ressources. Et il l'a fait avec un langage concis, sans proclamation, mais avec une décision qui trace une ligne claire. Le temps des promesses est révolu. Désormais, ce sont les faits qui comptent. Les implications de ce geste vont bien au-delà de la comptabilité. Dans le monde ecclésiastique, les choix économiques sont toujours aussi moraux. Avec le nouveau décret, Léon XIV envoie un message clair. Le Saint-Siège doit être transparent, mais aussi libre d'opérer selon des critères modernes, capables d'assurer efficacité et contrôle, sans s'enfermer dans un système autoréférentiel. Il s'agit d'un changement de perspective qui vise à restaurer la crédibilité d'une institution entachée par des décennies de scandales financiers et d'enquêtes inachevées. Les enjeux sont colossaux. Le Vatican gère des actifs immobiliers, des fonds et des dons d'une valeur de plusieurs milliards d'euros, provenant de diocèses du monde entier. Chaque diocèse contribue une partie des offrandes des fidèles, qui finissent à leur tour, au moins en partie, dans les caisses centrales de l'Église. C'est donc un argent sacré, fruit du sacrifice et de la confiance. Et c'est précisément pour cette raison que chaque irrégularité, chaque opacité a un poids qui dépasse largement le cadre économique. Avec Cura Communes, Léo tente de mettre fin à une période de méfiance. Il reconnaît que la réforme de 2022, née dans un but moralisateur, a fini par accentuer la suspicion. Les enquêtes sur les affaires du Saint-Siège ont ouvert une fenêtre sur une réalité que nous avons préféré ne pas regarder pendant des décennies. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.